Alors, avant d'aller dans le vif du sujet et de vous partager les conseils et les outils, je voulais vous parler un petit peu de mon parcours. Comme Joséphine l'a dit, j'ai la spécificité d'avoir fait pas mal d'allers-retours entre les grands groupes et les startups. Et il y a énormément de choses à apprendre, je pense, des deux côtés. Il n'y en a pas une qui a les clés de toute la réussite et l'autre qui ne fonctionne pas. Alors, du coup, moi, j'ai fait une école de commerce et après l'école de commerce, donc j'ai fait des stages à la fois en grand groupe et en start-up. Donc, j'avais commencé par un stage chez Procter & Gamble. Je vous en parlais un petit peu plus après, qui est un grand groupe de grandes consos. Ensuite, j'ai fait un stage aussi dans une start-up en Chine qui s'appelait Mood by Me en marketing digital et qui faisait des vêtements customisés grâce à une plateforme web pour le marché européen. J'avais ces deux expériences de stage, grand groupe et start-up. Finalement, j'ai décidé de commencer ma carrière en grand groupe. Donc, pardon, j'ai travaillé 3 ans et demi chez Procter & Gamble. Donc, vous ne connaissez peut-être pas le nom de la boîte, mais vous connaissez sûrement le nom des marques sur lesquelles j'ai travaillé. C'est un grand groupe de grandes consos qui a des marques comme Ariel, Gillette, Pampers, Vénus, Oral-B, tout ça. Et donc, j'étais chef de produit. Je n'étais pas encore manager à cette époque-là, mais je gérais vraiment une équipe multifonctionnelle de gens externes et internes, donc que ce soit des agences médias ou des agences créa, ou encore des sales en interne, des équipes médias en interne. Donc, il y avait vraiment une idée de gestion de projet et du coup de collaboration et de communication avec des gens qui avaient des styles différents. Donc, j'ai commencé à apprendre là. Et après, je suis vraiment passée manager quand je suis arrivée au BCG. Le BCG, c'est un cabinet de conseil en stratégie. Et donc, pour les gens qui ne connaissent pas bien le conseil en strat, si j'explique le conseil en strat en quelques mots, c'est on a des clients qui sont des entreprises et qui vont prendre un groupe de consultants pour les aider pendant un certain moment sur un sujet spécifique. Alors, ça peut être vraiment des choses très variées. Par exemple, moi, j'ai commencé à faire... Donc, je suis arrivée en tant que consultante et après, j'ai été promue manager. J'ai commencé à faire des restructurations en banque. Ensuite, je suis passée en stratégie dans l'aérospatiale. J'ai failli me spécialiser. Donc, j'étais passée des couches Pampers à l'aérospatiale, ce qui était un bon jump, un bon grand écart. J'ai même travaillé avec le vrai Billy Elliot, qui travaille à la Royal Opera House de Londres pour revoir la façon dont ils organisaient leur planning de danseurs, de ballet. J'ai fait pas mal de marketing digital aussi dans les groupes pharma ou dans les groupes de grandes consos. Donc, bref, beaucoup de choses à droite, à gauche, beaucoup de sujets très différents. C'était très, très intéressant. Mais il y a une spécificité du conseil qui m'a appris beaucoup de choses, c'est qu'en fait, un projet en conseil, ça dure en moyenne 3 mois. Et quand on est manager, ça veut dire qu'on change d'équipe tous les 3 mois. Donc, c'est des nouveaux consultants, des nouveaux associés qui arrivent. Donc, en fait, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre, mais l'humain est au centre de tout. Et du coup, comment est-ce qu'on crée des collaborations et des relations très fortes dans un temps très court pour pouvoir avoir une équipe performante. Donc ça, c'était le BCG. Et après le BCG, après 4 ans, j'avais le monde, on va dire, des startups qui commençaient à me titiller. J'avais beaucoup de copains qui avaient monté leur boîte et pour être tout à fait honnête, j'étais paumée au dîner parce que j'avais que 6 mois d'expérience de startup, donc je sentais que c'était intéressant, mais je n'étais pas sûre de pouvoir suivre vraiment toutes les conversations. Et j'ai décidé de faire Lyon. Donc, l'école qui organise ce webinaire aujourd'hui. Donc, c'était le Lyon du samedi, qui était une formation sur 8 samedis différents pour comprendre mieux le monde des startups. Et j'ai adoré cette formation. Ça m'a donné vraiment un gros bol d'air frais avec plein de choses nouvelles, un monde que je ne connaissais pas si bien que ça. Et peu après cette formation Lyon, j'ai eu un coup de cœur sur une entreprise et sur une équipe qui était Psychic. Et donc, j'ai décidé de rejoindre Psychic. D'abord en tant que sales et ensuite j'ai repris la tête des opérations. Et donc par cette expérience de Psychic, j'ai à la fois donc, continué à apprendre en termes de... Pardon, je suis désolée. J'ai continué à apprendre en termes de management d'équipe,
Mais j'ai aussi pu prendre énormément de recul parce que chez Sidekick, on accompagne beaucoup d'équipes et beaucoup de managers dans différentes entreprises. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus sur ce qu'on fait chez Sidekick. Alors, Sidekick, on a pour mission de vraiment soutenir chaque individu à être le meilleur de lui-même ou d'elle-même dans la vie pro et dans la vie perso. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne accès à chaque individu à un coach par visioconférence et à des outils de développement. Et l'idée, c'est que chaque personne qui est accompagnée par Sidekick a un tiers de confiance qui ne va pas être un remplacement du manager, mais qui va être un tiers de confiance qui va les aider à identifier leurs challenges, leurs aspirations et à commencer un travail d'amélioration, de changement, de développement. Et quelque chose qui est vraiment très intéressant chez Sidekick, c'est qu'on accompagne, donc on a une équipe qui est entre la France et les US, et on accompagne à la fois, on accompagne beaucoup de managers, parce qu'en fait, il y a un énorme focus en ce moment sur les managers, parce qu'on rend compte de l'importance d'un bon management, de l'impact aussi des erreurs de management. On en fait tous, c'est très difficile. Et du coup, on a accompagné des managers, que ce soit dans des startups dans la Silicon Valley ou dans des grands groupes ou des grandes banques en France. Et en fait, les challenges des managers sont souvent les mêmes. Donc, je ne peux pas vous faire une liste exhaustive, mais les sujets d'une personne dans votre équipe qui sous-performe. Comment est-ce qu'on l'aide à vraiment relever le niveau? Une personne, au contraire, qui surperforme dans son équipe, dans votre équipe. Donc, comment est-ce que vous faites en sorte que cette personne ne s'ennuie pas et ne parte pas de la boîte? Ou des nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe. Comment est-ce qu'on crée une relation de confiance avec ces personnes-là? Ou encore la gestion du temps. C'est un énorme sujet sur le management aussi. Et donc, à travers cette expérience de Sidekick, j'ai moi-même étayé mon style de management. Je fais encore plein d'erreurs et j'en apprends tous les jours. Mais ça m'a permis de vraiment avoir beaucoup de recul sur ce que j'avais fait jusqu'à maintenant et ce que je fais aujourd'hui aussi dans mon style de management. Voilà, alors j'ai beaucoup parlé de moi, donc maintenant il est temps d'aller plutôt dans le vif du sujet. Je voudrais vous expliquer, avant d'aller vraiment dans des outils plus concrets, un peu trois grands principes ou trois grandes leçons que j'ai apprises au cours de mon expérience sur la façon de s'organiser en tant que manager. Je voudrais aller assez rapidement sur ces trois principes-là. Et ensuite, aller plus dans le concret avec des outils que vous pouvez appliquer s'ils vous correspondent dans la gestion de votre équipe. Donc, si vous avez des questions, vous les notez bien sur le chat et Joséphine, du coup, tu pourras me les poser au fur et à mesure. Nickel. C'est bon? Alors, trois principes fondamentaux sur le management que j'ai appris. Le premier, c'est que pour être un bon manager, il n'y a pas une solution miracle qui marche avec tout le monde. Et en fait, chez Sidekick notamment, on a fait énormément de sondages, de récolte d'informations auprès de personnes qui étaient dans les mêmes équipes. Et là, typiquement, le petit graphe que vous voyez sur la slide, c'est une même équipe, 5 personnes dans une même équipe avec le même manager. Et on leur posait beaucoup de questions. Là, la question, c'est est-ce que je me sens soutenue par mon manager? Et on voit que le même manager peut en fait avoir des personnes qui ne sont pas du tout soutenues. Là, il y en a 3 qui ne sont pas soutenues et 2 personnes qui sont soutenues. Et donc, ça peut paraître évident, mais en fait, dans une équipe, il n'y a pas 2 personnes qui sont identiques. Personne va avoir des différentes aspirations, différentes forces. Et du coup, très vite, en tant que manager, on est confronté aux problématiques de comment est-ce que je peux m'adapter à des personnes qui ont des forces et des zones de développement qui sont très différentes, des styles différents, des aspirations différentes. On n'a pas forcément des petits clones de nous-mêmes qui sont toujours motivés par les mêmes choses que nous, qui ont les mêmes appréhensions, les mêmes motivations, etc. Et du coup, ce principe est important parce que ça veut dire que dans la façon dont on s'organise et on communique avec son équipe, c'est important de mettre en place des choses qui permettent à l'individualité de chacun de s'exprimer et d'être respecté. Donc, on verra après par rapport notamment au one-on-one et le NDA, qui est un autre outil dont je vous parlerai. Mais c'est pour ça que des outils où il y a vraiment une relation individuelle avec chaque membre de l'équipe sont très importants.
Ensuite, la deuxième leçon, c'est alors, une phrase que j'ai énormément entendue, que j'ai sûrement aussi probablement prononcée, qui est que la porte est ouverte, il n'y a pas de souci de communication dans mon équipe. Tous les membres de mon équipe, ils savent, ils peuvent venir me parler à tout moment. La porte est ouverte. En général, c'est plutôt mauvais signe quand on entend ça chez nos clients, chez Sidekick. Parce qu'en fait, on se voile vraiment la face quand on dit la porte est ouverte. Parler à son manager, c'est hyper difficile. Et c'est assez naturel que ce soit très difficile parce que souvent, c'est le manager qui va gérer notre promotion, qui va gérer notre revue de performance, nos augmentations. Et du coup, on n'a pas forcément envie de montrer de la vulnérabilité et de se dire, bah, si je parle de, soit je parle de quelque chose qui ne va pas pour moi et du coup, j'apparais faible et du coup, ce n'est pas top de montrer des faiblesses à mon manager, soit c'est quelque chose qui ne va pas sur son comportement à lui ou à elle et du coup, je vais me prendre un gros boomerang en pleine tête si je commence à dire que les choses ne vont pas. Donc, c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'en tant que manager, il faut vraiment aller chercher l'information. Du coup, il y a 3 choses à faire qui pour moi sont très importantes. C'est être très clair sur les attentes. Et il y a notamment un style de management par les valeurs dont je vais parler juste après. Il y a une 3e leçon qui est liée à ça, mais c'est de communiquer très clairement quelles sont les valeurs, quels sont les comportements qu'on attend dans une équipe. 2e, c'est de poser des questions. Et des questions ouvertes et d'écouter attentivement. L'écoute active, c'est quelque chose qui est très présent dans le coaching et qu'on essaie aussi à travers sa équipe de vraiment instaurer dans les équipes qu'on accompagne. Et enfin, il faut demander du feedback. Parce que le feedback, en fait, notamment le feedback qu'on appelle bottom-up vers le manager, il est très, très difficile à donner quand on est un membre d'équipe. Donc, demander du feedback, c'est important et bien réagir quand on nous donne du feedback. Ça, c'est pas toujours évident non plus parce que c'est inconfortable de recevoir du feedback, surtout quand c'est du feedback pas positif à la base. Et par rapport à ça, je voulais vous partager une petite expérience qui m'avait vraiment bluffée à mes débuts chez Sidekick. J'étais dans l'équipe depuis 3-4 semaines et à l'époque, j'étais en charge des sales, de tous les aspects commerciaux. Et chez Sidekick, il y a une valeur qui est extrêmement, extrêmement forte, dont on parle toutes les semaines, si ce n'est tous les jours, c'est l'ownership. Donc l'ownership, c'est vraiment la responsabilisation de chaque personne. Et donc, moi, en tant que personne en charge des sales, je suis vraiment owner de toutes les sales. Donc, c'est moi qui vais prendre les décisions. Contrairement à des cultures qui vont être plus démocratiques, où on implique énormément de personnes pour valider les décisions, chez Sidekick, chaque personne est responsable de ses décisions et on avance et on prend nos propres décisions. Donc voilà, ownership très fort. Et au bout de 3-4 semaines, le CEO de Sidekick, qui est mon manager, revient d'une phase de 1 à 2 semaines où il avait eu un éclair de génie et il avait codé pendant 2 semaines une application additionnelle qui était un super concept. Et il avait réfléchi à tous les éléments jusqu'au plan commercial et comment est-ce qu'on allait distribuer, utiliser cet outil pour faire des générations de leads, bref, pour attirer de nouveaux clients. Du coup, j'étais un peu perplexe parce que je me suis dit, bon, il a tout le plan commercial. Normalement, ownership, c'est mon truc. C'est clairement ce que je suis censée faire. Bref. Du coup, j'organise un brainstorm. Je me dis, bon, on va brainstormer le plan commercial. Pendant le brainstorm, ces idées étaient très claires. Voilà, on allait faire ci, on allait faire ça. L'outil allait être gratuit. On allait le proposer comme ça. Et du coup, j'étais complètement paumée. Paumée et frustrée. Et je me sentais assez inutile. Et on a une spécificité chez Sidekick, c'est qu'on est sur Sidekick, donc j'ai un coach. Et donc, à l'époque, je fais un catch-up avec mon coach. Et bref, et du coup, je lui explique, on commence à tirer les ficelles et je me rends compte que c'est ce genre de conflit qu'il y a entre l'ownership et du coup, je ne comprends pas du tout ce que moi, mon rôle, est ce que je dois juste exécuter. Et du coup, je prends mon courage à deux mains et je donne le feedback que j'avais préparé avec mon coach au CEO. Donc, 4 semaines, la nouvelle, feedback au CEO, je me suis dit, bon, je veux prêcher ma paroisse, c'est ce qu'on dit chez Sidekick, il faut faire du feedback, je vais donner du feedback. Donc, je donne le feedback et là, gros silence. Je n'étais pas super à l'aise. Et au bout de quelques minutes de silence, même pas quelques secondes de silence, quelques minutes, il me dit, écoute, mea culpa, je suis désolée,
Enfin, j'ai vraiment mon rôle de CEO a changé et je prône les valeurs d'ownership tous les jours. Et en fait, j'ai complètement, moi, CEO, bafoué l'ownership. Il m'a dit, je suis hyper fière qu'une personne en fait qui est là depuis 3-4 semaines, en fait, tellement nos valeurs sont fortes, je suis hyper fière qu'une personne qui est nouvelle dans l'équipe ose en fait faire le feedback et dire en fait cette valeur elle est très forte, mais là j'ai l'impression qu'elle est bafouée. Et donc non seulement il a extrêmement bien réagi au feedback, en plus il a vu le côté ultra positif, il a renforcé les valeurs et 2 heures après, il faisait un petit call vidéoconf avec toute l'équipe en leur disant, il s'était rendu compte que ça pouvait aussi impacter d'autres personnes, pas forcément que dans les sales, en disant, écoutez, on a une équipe avec des valeurs ultra fortes, je viens d'avoir un des feedbacks les plus utiles de ma vie, et voilà, et donc il a fait son mea culpa. Et j'étais vraiment sur les fesses, je dois le dire, parce que 24 ans aussi à l'époque, le CEO. Donc, vraiment une preuve de maturité et de réceptivité au feedback qui était très, très forte. Et ça veut dire qu'en fait, ça a encore plus renforcé le fait que on était très ouvert au feedback et que le feedback pouvait se faire dans les deux sens. Et donc, ça lie à la troisième la troisième grande leçon que j'ai apprise, c'est que quand on a des valeurs très fortes dans une entreprise ou dans une équipe, ça influe énormément sur la façon dont on s'organise. Donc, les valeurs, pour être tout à fait honnête, en venant de grands groupes, pour moi, c'était complètement du bullshit avant d'arriver en start-up. Pour moi, c'était quelque chose qui était très joli sur les plaquettes et sur le site. Mais bon, c'était décidé au top niveau. C'était à peu près toujours les mêmes. On a le consommateur ou l'humain au cœur de tout ce qu'on fait, blablabla. Et en arrivant chez Sidekick, je me suis rendu compte qu'il y avait des valeurs qui étaient très, très fortes. Donc, il y avait l'ownership dont je viens de parler. Obsessive self-improvement qui est constamment aller chercher à s'améliorer. Donc ça veut dire aller chercher du feedback constamment. Et care and support. Donc c'est comment est-ce qu'on porte beaucoup aussi d'attention et de soutien à chaque autre personne de l'équipe et de la boîte. Et donc ces trois valeurs très fortes, elles influent la façon dont on s'organise chez Sidekick. Le premier élément, c'est que ownership très fort. Du coup, il y a très peu de réunions de groupe et d'équipe. On a vraiment une réunion, tous ensemble, par semaine. Et après, chaque sous-équipe peut avoir en général une réunion par semaine. Mais c'est tout. Donc, très, très peu de réunions d'équipe. Il y a beaucoup de one-on-one. Donc, on fait un one-on-one avec chaque personne de notre équipe par semaine. Et on a énormément d'attention sur le feedback. Et en fait, du coup, ce point-là, il est important quand vous pensez à votre équipe et à votre entreprise. L'idée, c'est de réfléchir à quelles sont vraiment les valeurs fondamentales que j'ai envie de prôner ou que je prône dans mon équipe. Et du coup, est-ce que c'est très clair? À quel point est-ce qu'on les répète? Ce genre de choses, il faut vraiment que ça transpire dans le travail de tous les jours. Dans quelle mesure est-ce que c'est clair pour moi? Dans quelle mesure est-ce que c'est clair aussi pour mon équipe? Et aussi, à quel point est-ce que la façon dont on s'organise aujourd'hui reflète cette culture. Donc, par exemple, une culture où il y a des principes, des valeurs beaucoup plus de démocratie, de décision par le vote ou par la décision d'équipe, il y aura probablement beaucoup plus de réunions d'équipe que ce qu'on fait chez Sidekick. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces 3 grands principes avant qu'on aille dans les outils? Écoute, pour le moment, pas encore de questions, mais vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions et je les lirai à Flore. Si jamais il n'y a pas de questions, on va passer à la suite, mais n'hésitez pas. Parfait. Alors, du coup, si on récapitule rapidement les 3 principes, on se dit, chaque personne est individuelle. Il n'y a pas 2 personnes pareilles dans l'équipe, donc comment est-ce que je m'organise pour pouvoir justement respecter cette individualité et prendre en compte les différences de chaque personne. Le deuxième point, c'est la communication bottom-up, elle est très difficile. Donc, se dire que la porte est ouverte, c'est se voiler la face. Donc, comment est-ce que je crée une organisation et j'utilise des outils qui permettent à cette information d'être remontée vers moi, depuis mon équipe, vers moi en tant que manager. Et le troisième point, c'est qu'au final, la façon dont on s'organise, elle dépend beaucoup des valeurs qu'on prône au sein de l'équipe. Du coup, réfléchir
en fonction de nos valeurs et de notre culture de boîte, quelle est la meilleure façon pour nous de s'organiser. Et en fait, l'autre point aussi par rapport à ces valeurs, c'est que plus on prône des valeurs qui sont claires et qu'on incarne tous, et que nous, en tant que manager, on incarne, en fait, ça crée un genre de point de référence auquel les gens peuvent justement se raccrocher pour faire du feedback. Comme moi, j'ai pu me raccrocher à ce point d'ownership pour faire du feedback au CEO, alors que je n'étais pas du tout à l'aise initialement de le faire parce que je sentais qu'il y avait... qu'il y avait un manque de cohérence et du coup je ne savais pas si c'était moi qui avais mal compris mon rôle ou qui avait mal compris quelque chose et du coup je voulais clarifier tout ça. Alors du coup il y a 3 outils dont je vais vous parler. Le premier c'est les one-on-one, le deuxième c'est un modèle de feedback et le troisième c'est MDA. Je vous en dirai plus en temps voulu. Donc les one-on-one. Les one-on-one, qu'est-ce que c'est? Les one-on-one, c'est un temps dédié dans mon agenda, mais surtout dans ma tête, dans mon esprit, pour chaque personne de mon équipe. Et il y a vraiment, pour moi, 3 objectifs clés de faire des one-on-one. Donc, j'en fais un par semaine avec chaque membre de mon équipe. Le CEO en fait un par semaine avec chaque membre de son équipe. Le premier, c'est montrer qu'en fait, la satisfaction, l'épanouissement, le succès de chaque personne de mon équipe m'est très important. Enfin, me sont très importants. Et du coup, de construire une relation individuelle avec chaque membre de l'équipe. Le deuxième objectif, c'est d'aider, d'accompagner, de soutenir le développement de chaque personne dans mon équipe, de les aider à se développer, à devenir constamment meilleurs et plus satisfaits. Et le troisième, c'est aussi de faire un point régulier, de prendre un petit peu de recul sur les progrès et les obstacles et les challenges que chaque personne peut rencontrer. Donc l'idée, c'est vraiment de se sortir, de prendre du recul par rapport aux points très opérationnels. Le but du one-on-one, c'est de parler des sujets vraiment les plus importants et plus macro et pas rentrer tout de suite dans voilà, telle réunion, est-ce que tu as pu préparer tel truc, est-ce que tu as vu tel slide, etc. Alors, quelques tips pour que ces one-on-one soient réussis. Alors, donc, chez Sidekick, je disais, on a très peu de réunions d'équipe. On a des one-on-one, 1 heure par semaine, c'est beaucoup. Mais bon, c'est notre culture, etc. C'est pas forcément le modèle qui fonctionne pour tout le monde. Notamment si vous avez 8, 10, 12 personnes dans votre équipe, ça peut devenir un peu compliqué. Il y a d'autres options possibles. Vous pouvez faire 30 minutes par semaine. Vous pouvez faire 1 heure toutes les 2 semaines. Après, à vous de voir, d'essayer un format et ensuite de l'adapter au fur et à mesure pour voir ce qui correspond le mieux. Ce qui est très important, c'est que ce soit récurrent. Et du coup, il faut l'organiser de façon récurrente dans son calendrier. Pas se dire, tiens, on n'a pas fait de one-on-one depuis un bout de temps, allez, on en fait un cette semaine. Parce que pour faire remonter l'information, il faut qu'il y ait ce cadre qui soit régulier et qui soit là et que ce n'est pas juste vous en tant que manager quand vous pensez que ce serait nécessaire de faire un one-on-one, on en fait un parce que sinon ça peut vite bloquer les vannes de communication du bas vers le haut. Ne jamais annuler un one-on-one. Ça peut paraître trivial, mais ça peut avoir un impact énorme d'annuler un one-on-one dans le sens où, bon, évidemment pas si on est en malade ou en congé, mais annuler un one-on-one, du côté de l'autre côté, ça peut très vite être vu comme en fait, c'est pas important, je ne suis pas si importante que ça. Alors qu'un manager pourrait voir, j'annule le one-on-one, de toute façon, cette personne, elle cartonne, tout va bien, on annule le one-on-one, on se parlera la prochaine fois. On n'est pas sûr qu'en fait, l'autre personne de l'autre côté voit la chose de la même façon. On peut le réorganiser si nécessaire, mais vraiment tout faire pour ne pas annuler. Ensuite, le one-on-one, il y a une chose qui peut s'instaurer assez vite si on ne les prépare pas, qui est ah ouais, bon, salut, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ouais, bon, tout roule du coup? Ouais, tout roule. Et du coup, on se regarde en blanc des yeux. Et donc là, clairement, on a tué la crédibilité du one-on-one en l'espace de 30 secondes. Donc le one-on-one, ça se prépare, et ça se prépare des deux côtés. Je vais vous expliquer comment moi je prépare les one-on-one et quels outils j'utilise pour faire ça. Mais l'idée, c'est vraiment de
pouvoir se poser, réfléchir en amont à quel sujet on veut aborder et les partager en amont des deux côtés pour que l'autre personne puisse réfléchir et ne doive pas répondre à des questions complètement à chaud. Aussi, un point très important sur les one-on-one, c'est d'écouter. Donc, le manager devrait parler moins de 50% du temps, probablement 40, voire même 30% du temps. L'idée, c'est de pouvoir poser des questions et d'aller chercher beaucoup d'informations auprès de ses équipes. Et une façon d'aller chercher aussi beaucoup d'informations là-dessus et de créer ce lien un peu en dehors des sujets opérationnels et du quotidien, c'est de sortir du cadre habituel. Alors, chez Psychic, on n'a pas beaucoup de salles de réunion et c'est hyper mal insonorisé, donc on a pris l'habitude de faire tout le temps les one-on-one au café du coin ou en marchant autour du bloc de pâté de maison. Et en fait, ça permet de prendre l'air, mais ça permet aussi de se sortir du quotidien et de créer en fait cette relation qui est un peu spécifique et de pouvoir s'ouvrir plus facilement aux différents sujets. Alors, du coup, pour préparer les one-on-one, comment est-ce que je m'y prends? Alors, j'utilise un outil qui s'appelle Monday. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est assez similaire aux outils comme Trello qui permettent de gérer des projets et aussi de gérer ses to-do list, ses priorités. C'est un outil qui a une version gratuite qui est très bien et après on peut aussi avoir la version payante, il y a à peu près 10 € par personne par mois. Mais la version gratuite peut suffire. Donc ce que je fais, c'est que j'ai créé ce qu'on appelle des boards sur Monday. Et donc c'est pour chaque personne de l'équipe, j'ai 2 boards. Donc là, il y a James sur l'écran. Et donc, il y a James, quel est le feedback auquel j'ai pensé? En fait, tout au long de la semaine, quand j'ai un sujet qui m'arrive en tête, je le note sur le board. Donc, typiquement, James, il a pu faire une présentation à tel client, etc. Et j'y étais. Et je me dis, ah oui, alors, incroyable, James, il a fait un super boulot. Il a géré la présentation de A à Z. Je me suis sentie complètement en confiance de lui laisser les rênes, etc. Il faut que je lui en parle. Il ne faut pas que j'oublie de le féliciter là-dessus. Il faut aussi avoir du feedback constructif. Donc, je note tout ça au fur et à mesure de la semaine. Et j'ai aussi un autre board qui sont plus sur les questions de one-on-one et les questions de follow-up. Donc, typiquement, peut-être que James... donc, je lui ai refilé 3 clients en plus. Il a un autre projet. Je sais qu'il a pas mal de choses à gérer du côté perso aussi. Donc, ça vaudrait le coup de lui demander comment il se sent par rapport à son équilibre vie pro, vie perso en ce moment. Pareil, je le note, hop. Puis je sens qu'en fait, parfois, il a tellement de priorités différentes que je voudrais aussi m'assurer qu'il est clair sur les priorités pour ce mois-ci. Donc, je vais mettre aussi un point sur la clarté des objectifs pour ce mois-ci. Et donc, au fur et à mesure de la semaine, je note tous les points qui me viennent en tête. Et la veille du one-on-one avec James, je vais reprendre tous ces points. Je vais réfléchir à voilà, le feedback. Est-ce que c'est un feedback légitime? Est-ce que c'est important de le partager, etc. Et donc, après, je tique, voilà, est prêt à être discuté. Et pareil pour les points, les questions de one-on-one, les questions de follow-up. Et donc, j'envoie toutes les questions en amont. Et je demande aussi à James de m'envoyer ces questions et les points qu'il voudrait discuter en amont. Donc en fait, ça permet et ça me prend 10-15 minutes la veille de juste réfléchir à ces différents points. Donc c'est assez rapide, mais ça permet d'arriver au one-on-one avec des vrais sujets sur lesquels on peut discuter, on peut réfléchir ensemble. Alors, du coup, il y a beaucoup de points que j'envoie en amont qui sont sous forme de questions. Et il y a quelques conseils très simples sur les questions à poser. Premièrement, c'est de poser des questions ouvertes. Parce qu'en fait, si on pose une question fermée, on va très vite limiter les informations qu'on peut avoir. Ça peut paraître évident, mais on a une tendance à poser des questions fermées. Moi, j'ai une tendance à poser des questions fermées et je sais qu'à chaque fois, je dois me forcer. Donc, par exemple, si je reprends ce James, je vais lui dire ça va la charge de travail en ce moment? La probabilité que j'ai un non est très faible. En revanche, je vais poser la question de comment est-ce que tu gères les différentes priorités du boulot avec ta famille? Comment est-ce que tu arrives à t'organiser, etc. Ça va changer complètement
l'idée de la discussion. Éviter les pourquoi. Alors, il y a une règle assez commune des 5 pourquoi. Cette règle des 5 pourquoi, elle peut être très puissante, mais pas quand il s'agit d'une personne au cœur de la décision, de l'action d'une personne au cœur de ce pourquoi. Parce que très vite, on peut arriver des réactions qui vont être très défensives de devoir se justifier si on me demande pourquoi. Donc typiquement, si je dis voilà, il y a une réunion, ça a été une catastrophe. C'est assez clair pour tout le monde. Et on me dit, pourquoi tu penses que ça n'a pas marché cette réunion? Pourquoi ce meeting, ça a été un fiasco? Ça va vite déclencher des réactions de défense, de justification. En revanche, si on dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Tout de suite, ça donne un autre élan à la discussion. Et enfin, le dernier conseil très simple, mais c'est envoyer les questions en amont pour que la personne puisse penser, réfléchir et pas se retrouver on the spot quand ils répondent à tout ça. Alors là, je vous ai mis une liste de questions. Vous aurez la présentation après. L'idée n'est pas de vous de passer du temps sur chacune de ces questions, mais c'est juste de vous donner un exemple, quelques exemples de comment aborder différents sujets, quel type de questions. Donc, il peut y avoir des questions qui sont assez générales, du type de quoi est-ce que tu es le plus satisfait en ce moment, de quoi est-ce que tu es le plus insatisfait, quelle est la chose dont tu es la plus fière en ce moment, qu'est-ce que tu aimerais atteindre le mois prochain, quelles compétences tu voudrais développer, comment est-ce qu'on peut améliorer la collaboration dans l'équipe si on sent qu'il y a des tensions entre différentes équipes ou même au sein de l'équipe. Et l'idée, c'est vraiment de voir et de varier ces questions. Ce n'est pas de poser les mêmes questions toutes les semaines. C'est de voir quels sont les points importants qu'on ressent et les autres points aussi que la personne a envie de discuter et de poser ces questions-là en fonction. Alors, on me posait récemment la question de comment est-ce que tu fais, comment est-ce que vous faites pour ne pas passer très vite dans l'opérationnel. Parce qu'en fait, quand on se parle de one-on-one toutes les semaines, il y a un très gros risque de parler d'opérationnel. Alors, il y a deux choses. Il y a la première chose, si jamais il y a des sujets urgents opérationnels, les traiter soit en dehors du one-on-one, soit dire, en fait, on se garde 15 minutes à la fin et pas au début pour parler de ces points opérationnels qu'il faut absolument qu'on traite. Le deuxième, c'est que si on se rend compte qu'en fait, voilà, 1 heure toutes les semaines, ce que je disais, c'est beaucoup et qu'on tourne un peu en rond, il n'y a pas de problème pour adapter la fréquence ou la durée ou les deux pour que ça marche et que peut-être qu'en fait, un point toutes les 2 semaines, voire même un point tous les mois d'1 heure pour parler de ces sujets-là, ça marchera bien pour tout le monde et du coup, on peut changer là-dessus. Alors, je voyais qu'il y avait des petits clignotants orange. Je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques là-dessus. On a des petites questions pour toi sur le one-on-one. Donc, la première question, c'est est-ce que c'est suffisant de faire du feedback 1 fois par semaine? Ouais. Et pourquoi favoriser le feedback en one-on-one et pas directement un peu à chaud au moment où ça s'est un peu passé ou après un moment, une présentation Alors, c'est un très bon point. C'est une très bonne question. Alors, dans un monde idéal, on doit pouvoir donner le feedback on the spot, on peut le donner à chaud. Je sais qu'il y a des livres comme Radical Candor, etc., qui favorisent ça. Dans un monde idéal, c'est génial. Et ce qui est important, c'est de pouvoir donner du feedback qui est bien donné. Parce qu'en fait, un feedback qui est mal donné, j'appelle ça le vomi de cerveau, en fait, ça peut être hyper destructeur. Donc, le feedback, c'est un muscle. Et donc, au départ, se dire, je prends le temps de digérer, je prends le temps de focaliser tout ça, etc., de réfléchir à comment je vais le formuler, ça vaut le coup. On prend un petit peu de recul, on prend le temps de réfléchir à quelques questions que je vais exposer dans le modèle de feedback juste après, et comme ça, on le donne vraiment de façon constructive. Au fur et à mesure, on va pouvoir le donner, parce qu'on sera entraîné, on va pouvoir le donner on the spot. Si le feedback est très clair et on peut le donner tout de suite, il n'y a pas de souci. On peut le donner tout de suite, il n'y a pas besoin d'attendre le one-on-one. Mais typiquement, ce qui est bien, alors si c'est un feedback très positif, vraiment tu as cartonné, c'est génial, etc.,
bon, il n'y a pas de problème s'il y a une personne autour. Après, donner un feedback constructif à une personne en plein open space, par exemple, ça peut mettre les gens encore plus mal à l'aise. Donc, il faut faire attention. Trop cool, merci beaucoup. Et on a une deuxième, enfin, on a d'autres questions. Est-ce que tu penses qu'il y a un sens à avoir des one-on-one, par exemple, avec des N+2 ou avec, tu vois, des échelles un peu hiérarchiques dans la boîte? C'est une bonne question. Oui, je pense que ça peut être bénéfique. Après, tout dépend de la structure de boîte, euh, la façon dont on s'organise, etc. Il peut aussi y avoir du mentorship qui peut être très intéressant, où voilà, son N+2, son N+3 peut devenir un peu un mentor. Et du coup, on a envie de parler de développement. Si cette personne, le N+2, est très, très, très impliquée dans le développement, je pense que c'est très bien. Ce qui est important, c'est d'adresser, alors j'aime bien cette expression, mais c'est le elephant in the room, donc la chose qui est très visible et qui peut être un gros problème et dont personne ne va parler. Il faut juste que ça ne soit pas perçu comme un court-circuitage. Et en général, ce n'est pas le but de court-circuiter, mais c'est juste d'en parler avec le manager pour pas qu'il y ait de tension par rapport à ça, parce que sinon, ça peut être vu comme du court-circuitage. Ok. Et dernière question avant qu'on puisse passer à la suite, c'est comment est-ce que comment est-ce que tu gardes un record un petit peu de tous les différents one-on-one pour que tu puisses voir une évolution et que tu puisses par exemple savoir à un moment elle se sentait bien, elle allait bien, elle trouvait que tout allait bien et 3 semaines après, enfin un mois après plutôt un peu moins et tu vois que tu puisses voir l'évolution. Très bonne question. Alors, il y a différentes méthodes. Moi, j'ai un peu expérimenté 3 méthodes différentes que j'alterne. Alors, il peut y avoir le Google Doc où on met les questions de one-on-one de chaque personne. Donc, le manager et la personne de l'équipe ont un Google Doc pour les one-on-one de cette personne et du coup, on note tout ça. Ce qui est pas mal puisque c'est un document qui est partagé de deux côtés. Après, tout est ouvert et du coup, mettre ses propres commentaires, il faut juste faire attention. Euh, j'ai aussi la méthode old school où j'ai un cahier et en fait d'un côté de mon cahier c'est les choses beaucoup plus opérationnelles et de l'autre côté de mon cahier c'est en fait juste les one-on-one avec chaque personne. Donc en fait je retrouve très facilement tous les sujets de toutes les personnes de one-on-one. Et en fait chez Sidekick on a aussi un outil dont je ne vous ai pas parlé parce qu'il n'est pas accessible au public. C'est un petit outil que nos développeurs ont développé en interne pour que nous, on puisse très bien comprendre les one-on-one, etc., qui s'appelle le Super One-on-One, qui est un petit outil de petit sondage où, en fait, un jour avant chaque one-on-one, le manager et le manager reçoivent un petit sondage et puis peuvent poser leurs questions et du coup, ça fait un channel Slack dédié entre le manager et la personne où on a le record de tout ce qui s'est passé. Mais vous n'avez pas besoin de demander à vos développeurs de développer ça. Ce que je vous ai expliqué sur la méthode avec Monday, ça marche très bien aussi sans outil. Donc. Mais en effet, c'est une très bonne pratique de garder le tracking de ce qui a été discuté et des sujets abordés. Ok, trop cool, merci Flore pour toutes ces réponses et je te laisse continuer pour la suite. Ok, top. Alors, le deuxième sujet est le sujet du feedback. Et donc, il y a un modèle qu'on utilise, le SBI. Je vais vous en parler, je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans quelques instants. Le modèle SBI, c'est un modèle pour délivrer du feedback constructif. Alors, on n'aime pas parler de feedback négatif, parce qu'en fait, donner du feedback négatif pour juste dire que quelque chose est nul, ça apporte peu de valeur des deux côtés. Mais c'est vraiment de construire et de générer du changement. Donc, on appelle ça du feedback constructif ou positif, parce qu'il y a aussi des façons de donner un feedback positif qui est encore plus impactant. Et l'idée, c'est de le faire de manière respectueuse et efficace. Parce que on entend souvent la phrase de feedback is a gift. Alors oui, le feedback, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau s'il est bien, il est bien donné. Un feedback qui est très mal donné, un feedback qui est ce fameux vomi de cerveau dont je parlais, ça peut être extrêmement destructeur. Et d'ailleurs, le feedback, notamment le feedback constructif, c'est assez inconfortable à donner, c'est assez inconfortable à recevoir. Donc, il y a vraiment des méthodes à utiliser pour éviter que ça devienne très, très compliqué.
Alors, je vais aborder le sujet de donner du feedback et recevoir du feedback en tant que manager. Donner du feedback, en fait, l'idée, c'est de constamment aligner les attentes avec la réalité. Donc, si par exemple, vous travaillez sur un projet et vous briefez une personne de votre équipe sur un projet, la probabilité qu'au départ, les attentes et la compréhension de vos attentes au tout début du projet soient alignées est quand même assez haute. Au fur et à mesure, vous allez tous les deux évoluer. Les personnes ont des perceptions différentes, ils vont avoir différents niveaux d'information, différentes choses, etc. Et ça va avoir tendance à se décorréler. L'idée de donner du feedback, c'est d'exprimer son envie que les choses soient faites en fait différemment et de réaligner la perception avec les attentes. Et il y a une chose qui, je pense, est importante à garder en tête, c'est qu'on a parfois tendance à dire non, mais alors vraiment, si je te donne du feedback, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Non, non. Si tu donnes du feedback à quelqu'un, c'est principalement pour toi en général, et c'est très bien comme ça, et il n'y a aucun mal à ça. Donner du feedback, c'est pas une genre de démarche altruiste. C'est en fait, notamment en tant que manager, ce dont on a envie, c'est d'avoir une équipe performante, une équipe dans laquelle les choses se passent bien et on performe. Et en fait, donner du feedback, c'est exprimer son envie que les choses soient faites différemment. Et donc, c'est avant tout pour nous. Et en fait, quand on donne du feedback, on s'aide nous-mêmes aussi en tant que manager à améliorer l'équipe. Donc, il n'y a pas de souci à donner du feedback et en fait à s'aider soi-même en donnant tout ce feedback-là. Le côté recevoir du feedback, il est indispensable pour être un bon manager. On a déjà dit dans la première partie que chaque personne est différente, a des perceptions différentes, une culture différente, etc. Et en fait, si on ne demande pas, enfin si on ne récupère pas du feedback en tant que manager, on est constamment en train de deviner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment les personnes perçoivent, etc., ce qu'on fait. Et donc, on est souvent en train de se tromper. Donc, par exemple, une expérience que j'avais eue au BCG, j'avais une équipe de consultants et dans l'équipe, il y avait notamment un garçon qui était le stéréotype du mec à la cool, très sympathique, pas trop stressé, qui prend la vie comme elle vient, plutôt chill, plutôt un mec de cool, on va dire. Et du coup, je voyais que sur différents sujets, il avançait pas beaucoup. Donc voilà, je prends mes gros stéréotypes, je me dis, le mec, il est un petit peu trop relax. Et du coup, c'est probablement qu'il a besoin d'avoir un petit coup de pression. Donc, j'ai un one-on-one avec lui et du coup, je lui remets un petit peu de pression pour qu'il puisse avancer sur les sujets, sur les deadlines, etc. Voilà, donc j'avais pas du tout posé de bonnes questions, j'avais pas du tout cherché de feedback, j'avais juste assumé par rapport à mes stéréotypes. Et 2 jours après, j'ai un one-on-one avec une autre personne de mon équipe qui me dit, en fait, qui s'avère être une des meilleures amies de ce premier consultant à qui j'avais parlé. Et donc, je pose des questions, je me demande comment ça se passe, etc. Je dis, écoute, moi, ça va très bien. En revanche, ce garçon en question, je voulais te dire, il n'est pas au top. Il ne va pas très bien. Et je dis, ah bon, pourquoi? Moi, je n'avais rien vu. Il me dit, en fait, il est hyper stressé. Puis il m'a dit qu'en fait, les deadlines étaient hyper importantes et qu'il avait eu un one-on-one avec toi, etc. Et en fait, c'est un grand stressé de la vie et c'est juste que ça ne se voit pas et qu'il le cache. Et du coup, je me suis sentie vraiment comme une grosse nulle parce que je n'avais pas posé de questions, je n'avais pas cherché de feedback, je n'avais pas cherché à comprendre, j'avais juste pris mes gros stéréotypes, mes gros sabots et j'avais assumé j'avais deviné que c'était le genre de personne qui avait besoin de plus de pression pour avancer plus vite. Ce que j'aurais dû faire, en fait, c'est lui poser des questions, lui demander, voilà, comment tu te sens par rapport à tes priorités aujourd'hui, quelles sont tes différentes priorités, comment est-ce que tu avances sur ces priorités-là, qu'est-ce qui te bloque pour avancer plus rapidement. Et en fait, j'aurais compris qu'il avait trop de priorités et que du coup, cette pression-là et trop de choses à gérer en même temps, en fait, il se sentait, ce qui était tout à fait légitime, qu'il se sentait du coup débordé et qu'il ne voyait pas très bien la hiérarchisation. Et du coup, j'aurais pu l'aider en tant que manager à hiérarchiser et du coup, enlever cette pression qui était complètement inutile et destructrice d'ailleurs, pour l'aider à avancer, à être une bien meilleure manager pour lui que je n'étais à l'époque. Donc, c'est simplement le point de... Il faut éviter de deviner, même sur les choses qui paraissent évidentes du mec à la cool, qu'il faut stresser. En fait, non, pas forcément. C'est pas forcément ce qui fonctionne.
Alors, du coup, le modèle pour donner du feedback positif et constructif. Il y a deux options. Quand il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on a envie qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et qu'on voudrait changer, il y a l'option 1 qui est extrêmement tentante et facile, qui est de se taire et ensuite d'aller pester. Typiquement, on attend la pause café, on dit à un autre manager, t'as pas un peu de temps, là, on se retrouve à la pause café. Et puis du coup, tu arrives à la pause café, tu dis, tu sais pas ce qu'il m'a encore fait. Et là, on lâche, ça fait du bien, on s'exprime. Ça, c'est l'option facile. L'option, et je dois dire que ça m'est arrivé de le faire, donc j'essaie de ne plus le faire maintenant. L'option difficile, c'est de donner du feedback. Et c'est inconfortable pour les deux côtés. Et il faut en être conscient. Et c'est pas grave, mais il faut y aller et vraiment prendre son courage à deux mains. Il y a 3 principes à garder en tête quand on donne du feedback. Le premier feedback, c'est le feedback doit être légitime. Donc en fait, quand on a un élément de feedback qu'on voudrait donner à quelqu'un de son équipe ou à son manager ou à des pairs, est-ce que j'ai toutes les informations nécessaires pour donner ce feedback? Typiquement, un exemple de, voilà, vous avez dans votre équipe quelqu'un qui propose une nouvelle stratégie pour générer des leads ou générer des prospects potentiels pour votre business. Vous n'êtes vraiment pas convaincu par ce qui est proposé, mais cette personne est quand même censée être experte de ce sujet de lead generation. Du coup, en fait, au lieu de se dire de juste lancer du feedback en expliquant que ce n'est pas la façon dont on aimerait que les choses soient faites, ça vaut le coup de beaucoup plus se renseigner, de poser des questions, de comprendre quels postulats, quelles autres options ont été envisagées, etc., pour en fait pouvoir s'équiper et se dire est-ce que c'est moi qui n'ai pas toutes les informations et qui du coup peut avoir une vision erronée de la chose, ou est-ce que en fait la personne de mon équipe se base sur une hypothèse que moi je sais fausse et que du coup ça vaut le coup de changer le cours des choses. Et il y a aussi une autre question qui est est-ce que le feedback concerne cette personne ou est-ce que ça concerne moi-même? Parce que si typiquement on fait un briefing sur un sujet et qu'on a gardé la moitié des informations et qu'on se rend compte en fait que les choses ne vont pas du tout comme on l'espérait, est-ce que j'ai vraiment donné toutes les clés et les informations au départ ou est-ce que c'est moi qui n'ai juste pas eu le temps et du coup j'ai pas pris suffisamment de temps et du coup c'est à moi de me rendre compte que j'aurais dû passer beaucoup plus de temps pour faire un briefing plus complet. Ensuite, le feedback se réfléchit et se construit. Il n'y a pas de vomi de cerveau. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça, à en fait réaliser que parfois on a un truc en tête voilà, c'est ce qu'on pense à un instant T, la chose nous a agacés, etc. Et on se dit, mais en fait, je vais le dire, parce que comme ça, je vais être transparente et honnête. En fait, ça peut paraître honnête et transparent, mais en fait, c'est destructeur. Et du coup, le feedback se construit pour pouvoir engager et avoir un impact durable plutôt que juste mêler toutes les émotions et faire ce fameux cerveau. Et enfin, c'est un muscle qui se travaille, plus on en donne, plus on sait bien le donner. Et avant d'aller juste, dernier point avant d'aller dans la méthode, il y a 4 erreurs qui sont très communes. Moi, j'étais très, très, très adepte de la numéro 1, notamment avant d'arriver chez Saki, qui est le sandwich. Alors, c'est dire vraiment ta présentation hyper jolie, le contenu à la poubelle, mais vraiment la police et les couleurs que tu avais choisies, c'était top. Comme ça, on fait la chose négative, on l'englobe dans un sandwich de choses positives. En fait, le résultat, c'est que soit la personne ne capte pas le négatif au milieu, soit en fait, elle nous voit comme une personne complètement hypocrite et c'est pas génial. Il faut aussi éviter les jugements, les jugements de valeur quand on donne des feedbacks. Il faut éviter les généralités et aller sur des cas beaucoup plus précis. Et il faut aussi un autre travers qu'on peut avoir, c'est de donner du feedback, mais pas sur ce qu'on pense, mais ce qu'on dit que les autres vont penser. Donc en fait, se dire ouais, pendant ta présentation, en fait, j'ai vu que je pense que les autres, ils n'avaient vraiment pas l'air clairs sur ce que toi, tu racontais, etc. Non, quand on donne du feedback, on le donne et on se responsabilise et on prend la responsabilité de ce qu'on dit pour nous-mêmes et pas pour les autres. Alors, du coup, un modèle simple pour donner du feedback, c'est le Situation Behavior Impact. Donc, c'est quelle est la situation, quel est le comportement et quel est l'impact. Plutôt que le shut up, bitch et ignore, qui est juste tais-toi, peste et ignore la personne. Donc bref, situation. Il faut décrire les faits
Donc, il y a 3 parties, situation, comportement, impact. Dans la situation, il faut être très précis pour décrire les faits concernant le contexte. Donc, hier, dans la réunion de 11 heures avec l'équipe, il ne peut pas y avoir de quiproquo sur la situation à laquelle on fait référence. Deuxième, c'est d'écrire le comportement. Qu'est-ce que la personne a fait, qu'est-ce que vous avez observé de façon descriptive et neutre. Donc, tu m'as interrompu au milieu de mon explication sur la stratégie du trimestre. Voilà. Un fait, c'est l'action que la personne a faite. Et troisième élément, quel est l'impact? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Et en fait, c'est important de commencer cette partie-là par le jeu. Donc là, j'étais frustrée parce que ça m'a fait perdre le cours de mes idées et j'étais coupée dans mon élan. Et en fait, quand vous formulez l'impact en commençant par un jeu et comment vous vous êtes senti, on ne peut pas vous reprocher, on ne peut pas vous contredire sur le fait que vous vous sentiez déçu, triste, délaissé ou fier, reconnu, apprécié, etc. Et du coup, ce feedback-là, ça empêche d'être sur la défensive et donc la personne va comprendre comment vous vous êtes senti. Et si on reprend cet exemple-là, en fait, le côté de, la personne m'a interrompu, beaucoup de personnes se retrouvent dans la situation d'une personne de l'équipe qu'on appellera Jean-Michel pour l'exemple. Jean-Michel a toujours son grain de sel à mettre dans tout ce qu'on raconte et en fait, il est constamment en train de m'interrompre pour montrer qu'il est intelligent et c'est ce qu'on pense en fait avec toutes les émotions, etc. Alors qu'en fait, il peut très bien attendre que j'ai fini de parler pour éviter de se rendre intéressant, etc. Si on donne le feedback à Jean-Michel comme ça va être hyper destructeur. Mais si on utilise le SBI que je viens d'expliquer, ça va donner du feedback qui va pouvoir générer du changement auprès de Jean-Michel qui a compris qu'en fait, en interrompant, qu'est-ce que ça me fait moi me sentir? Ça me fait sentir frustrée parce que je perds le fil de toutes mes idées. Et en fait, il y a un dernier E qu'on ajoute souvent chez Psyche qui est le encourager ou encouraged, qui est en fait, après avoir donné ce feedback SBI, d'encourager la personne à donner son ressenti sur le feedback qu'elle ou qu'il vient de recevoir et aussi de discuter comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire changer les choses. Et enfin, dernière petite partie sur comment recevoir du feedback. Là, c'est là où le one-on-one est l'occasion rêvée pour justement demander en amont du feedback, poser des questions, encore une fois des questions ouvertes, éviter les pourquoi. Comment est-ce que je peux être un meilleur manager pour toi? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour être un bon manager pour toi? Comment est-ce que je peux t'aider, etc. Donc voilà, la partie sur le feedback. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, je me rends compte du temps. Oui. Alors, justement, on va un petit peu déborder. Donc, pour tous ceux qui ont la possibilité de rester avec nous, tant mieux, génial. Et tous ceux qui doivent malheureusement nous quitter à 15h30, pas de panique, le replay, il sera posté sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez quand même profiter de tout ce que Flore dit. Voilà. On va prendre... Il y a une petite question sur le feedback. Ouais. Donc on va la prendre et ensuite on passera rapidement à la suite. Ouais. Et voilà. Donc une petite question, c'est comment est-ce que tu fais pour éviter que le feedback soit taclé? Par exemple, ok, mais là tu parles d'un petit détail ou d'un détail. Oui. C'est une très bonne question. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses là. Si en effet, on a juste pointillé sur une petite chose qui est arrivée une fois, c'est là que la question de est-ce que le feedback est légitime et du coup de réfléchir à le donner, de réfléchir avant de le donner directement. Est-ce que c'est quelque chose où on a vraiment envie qu'il y ait un changement ou est-ce que c'est un one-off? Donc ça, c'est une façon d'éviter en amont. Mais une fois que le feedback est donné et que l'autre personne dit bon bah non mais là c'est juste une broutille, en fait d'expliquer oui mais bon là sur le coup moi l'impact sur moi ça a été que je me suis sentie hyper frustrée, je me suis sentie coupée dans mon élan, etc.
et potentiellement mentionner un deuxième exemple en disant en fait c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué à la réunion précédente. En fait, ce qui est important, et c'est là où c'est une difficulté, c'est de ne pas dire tu m'interromps toujours quand je parle. Parce que ça, en fait, la personne va pas voir forcément l'exemple auquel on réfère. Et de se référer à un exemple précis, et quitte à en fait prendre 2 ou 3 exemples si besoin, mais de montrer que c'est des situations précises. Et de dire, en fait, pour toi, ça peut te paraître être une broutille, mais moi, vraiment, ça m'impacte. Et donc là, ça permet de montrer à la personne qu'on a une vision différente et que si c'est une broutille, il peut juste changer un peu cette chose-là et que ça aidera énormément dans la collaboration. Trop cool. Merci Flore. Je te laisse passer à la suite. Ouais, alors je vais passer sur le dernier outil. Le dernier outil, il est assez rapide. Il est plus rapide que les 2 précédents, juste si vous avez quelques minutes. Qui est le MDA. Donc le MDA, c'est un outil qui vient du conseil, pas du monde de la start-up, mais qui s'appelle donc le Mutual Development Agreement, donc l'accord de développement mutuel. Ça peut paraître un peu pompeux, on peut changer le nom, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est qu'en conseil, on change d'équipe tous les 3 mois. Donc en fait, si on commence à prendre le temps de voir comment ça se passe avec chaque membre de l'équipe, de s'adapter, ça prend quelques semaines, quelques mois, etc. On arrive à la fin du projet, puis en fait, on n'a pas eu une très bonne collaboration, on n'a pas forcément été un très bon manager pour l'équipe, et hop, on change d'équipe. C'est très frustrant pour les 2 côtés. L'idée, c'est de comprendre les individualités de chacun très rapidement et de développer une bonne collaboration dès les premières semaines. En fait, c'est un outil très simple. C'est en général une slide ou un papier avec 6 éléments à compléter par chaque membre de l'équipe, mais aussi par le manager. Et donc, dans les 6 éléments, cette version du document a évolué. Je l'ai fait évoluer, j'ai remplacé certains, donc ça évolue. Il peut être adaptable, mais dans ces 6 éléments, j'ai inclus quels sont les styles et préférences de travail. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui préfèrent vraiment être micromanagées, d'autres qui préfèrent être macromanagées? En tant que manager, est-ce que ça me rassure énormément d'avoir un point de progrès pour voir comment ça se passe, sinon moi je suis anxieuse, etc. Ou au contraire, est-ce que je préfère te donner carte libre et c'est toi qui gères ton projet et puis on fait un point de temps en temps, etc. Très important parce qu'on peut avoir des styles de travail très différents. Pareil, si quelqu'un aime bien s'isoler pour réfléchir et que du coup n'a pas du tout envie d'être dérangé quand elle va dans la salle de réunion pour plancher sur un sujet, c'est important de le savoir. Un point qui est très important, c'est les attentes vis-à-vis du manager. Toi, en tant que membre de l'équipe, qu'est-ce que tu attends de ton manager? Et toi, en tant que manager, qu'est-ce que tu attends de chaque membre de l'équipe? Donc, typiquement, là, un exemple, c'est personne qui voudrait être promue, etc. J'attends énormément de transparence vis-à-vis de ma performance sur ma promotion. Et du coup, s'il y a des points qui sont bloquants, je voudrais qu'on trouve ensemble des opportunités de développement pour que je puisse prouver telle ou telle compétence. Quelle motivation? Des personnes qui sont très motivées par l'affect, par la reconnaissance. Il y en a qui peuvent être très motivés par l'apprentissage de nouvelles choses. Et dès qu'on commence à s'ennuyer, le niveau de motivation est en chute libre. Quelles sont les forces de chaque personne? Quels sont les souhaits de développement? Les souhaits de développement, pour moi, c'est vraiment hyper important, et notamment de la part du manager. Je me souviens au BCG, un de mes managers préférés avait fait un MDA comme ça avec moi, et il avait mis, c'était le seul qui avait mis, voilà, mes zones de développement, les choses que j'aimerais améliorer, c'est ci et ça. Donc, par exemple, c'était voilà, je ne crée pas assez d'opportunités de développement pour les membres de mon équipe. J'ai tendance à faire dérouler le projet, etc. et pas prendre le temps pour créer. Je mets les personnes les plus fortes sur les sujets qui correspondent. Et en fait, pour les zones de développement, je ne suis pas très forte là-dessus. Et en fait, j'ai trouvé ça super fort parce que ça montrait que le manager ne se considérait pas comme Dieu tout-puissant qui avait les réponses à tout, mais que lui aussi voulait s'améliorer et que du coup, on allait pouvoir travailler ensemble et moi, j'allais aussi pouvoir l'aider avec ma petite contribution pour l'aider à être encore meilleur manager et du coup, lui donner du feedback, travailler ensemble là-dessus. Et ensuite, le dernier point, c'est information additionnelle. Donc, c'est un peu un fourre-tout quand il y a des choses importantes. Moi, c'est là que j'ai annoncé parfois une grossesse à un manager, c'était pratique. Donc, ça peut être, voilà, j'ai envie de transférer à l'étranger l'année prochaine. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je voulais juste que tu le saches. Voilà, ce genre de choses. Et l'idée pour ce MDA, en fait, donc, c'est que chaque personne de l'équipe et le manager le remplissent et qu'ensuite on fasse des sessions individuelles avec chaque membre de l'équipe. Ce n'est pas une session groupée, c'est une session avec chaque personne, donc ça peut être le premier one-on-one, de dire, voilà, en fait,
les personnes l'ont préparé en amont et on revoit ces 6 points ensemble, on en discute, on pose des questions et en fait ensuite au fur et à mesure on va trouver des solutions pour que les préférences et les individualités de chacun soient respectées et puissent fonctionner ensemble. Et donc idéalement on le fait au début quand on récupère une nouvelle équipe ou qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, mais il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que vous avez une équipe de X personnes aujourd'hui que vous ne pouvez pas dire en fait j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de temps pour step back, réfléchir aux préférences de chacun et qu'en fait on utilise cet outil qu'on utilise à partir de maintenant. Et évidemment il peut être adapté et modifié à tout moment. Les circonstances, les préférences, les forces peuvent évoluer et du coup ça peut valoir le coup de faire un refresh de temps en temps. Voilà, j'ai parlé vite, je suis désolée. Est-ce qu'il y a des questions sur ce MDA? Écoute, je crois pas qu'il y ait de questions, sauf si peut-être une personne, ou quelqu'un maintenant souhaite poser une question sur le chat, n'hésitez pas. Bon, en attendant, je vais faire un... Ah, Ouais, alors, est-ce que tu as... je suis pas sûre de comprendre la question, Alexandra. Est-ce que tu as proposé à tes équipes lorsque ton MDA a changé? Je pense qu'il y a un petit oubli. Et sinon, une autre question, qu'est-ce que tu as... Est-ce que tu as proposé de le partager à tes équipes lorsque ton MDA a changé? si mon MDA avait changé moi en tant que personne, c'est un bon point. Alors ça m'est pas arrivé, mais typiquement, je pense que ça peut valoir le coup de se dire quand une personne a été 6-12 mois dans l'équipe, de se dire on peut refaire un petit point de MDA en ce moment, ou alors même d'avoir dans les discussions de se dire en fait aujourd'hui j'ai décidé un peu d'adapter ma façon de travailler. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'énergie le matin, donc en fait, je préfère travailler beaucoup plus tôt le matin et finir tôt le soir et du coup, je sais pas, m'occuper de mes enfants, faire autre chose, quitte à me reconnecter après. Donc, on peut refaire un point spécial MDA. Le plus important, c'est juste de pouvoir exprimer et en fait de montrer que c'est possible de parler comme ça, de prendre du recul sur ses préférences de travail, de dire voilà, en fait, je suis manager et j'expérimente des nouvelles choses. J'ai pas la science infuse sur tout, mais je teste des nouvelles choses. À vous de me dire aussi comment ça marche de votre côté. Trop cool, merci. Et il y en a une petite question de Lucie. Est-ce que c'est intéressant de le faire en groupe, le MDA, ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut le faire de manière individuelle, quoi qu'il arrive, pour qu'il y ait cette relation individuelle avec le manager et que les personnes se sentent aussi en confiance pour partager certaines choses. Parce que ce qu'on va partager avec une personne, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de partager avec tout le groupe. Donc, c'est très important de le faire de manière individuelle. Après, le tester et le faire en groupe en se disant, chaque personne peut expliquer comment eux souhaitent travailler. Ça peut être intéressant. Alors après, il ne faut pas que ça parte en shopping list parce que ça peut paraître très long si on a 8-10 personnes dans la salle. En revanche, ce qui peut aussi être très utile, c'est d'inciter les personnes qui travaillent notamment beaucoup ensemble de partager leur propre MDA entre elles. Donc, s'il y a 2 personnes qui travaillent énormément entre elles dans le groupe, de se dire prenez un peu de temps pour partager votre MDA si vous le souhaitez et pas obliger les personnes à le partager, mais que les personnes puissent le faire et les inciter à le faire. Je pense que c'est très très bénéfique de faire ça. Trop cool. Tu as déjà des gentils mots qui te sont adressés, des personnes qui ont dû partir mais qui ont dit super, trop intéressant. Merci beaucoup pour votre temps et votre bienveillance. Enfin voilà, tu as des gentils mots. C'est très gentil. Merci à tous en tout cas. Et si vous avez des questions par la suite, je suis ravie d'y répondre. Donc, vous pouvez m'écrire à cet email si jamais il y a des choses. Ah mince, j'ai envoyé pas à tout le monde.
On a un grand bravo. Merci Florence. Voilà, j'ai mis mon email. Vous pouvez m'envoyer des emails si vous avez des questions, des follow-up, etc. Merci à tous. En tout cas, j'étais ravie de partager ce temps avec vous et j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions.